Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs les députés, quand j'ai reçu l'invitation de notre parti pour participer à cette journée d'études sur le statut avancé, plus largement les rapports entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, je peux vous dire, Monsieur le Secrétaire général, que je n'ai pas hésité un seul instant et que pour moi c'était une source de grande joie. Pourquoi? Parce que la tâche d'un ambassadeur ne peut pas se dérouler, se réaliser, si celui-ci n'essaye pas de prendre des contacts avec toutes les parties de la société et de comprendre plus en profondeur le pays dans lequel il se trouve. Et son boulot, c'est de rendre compte de cette expertise qu'il peut accumuler au fil des mois à travers les contacts et à travers la connaissance des différentes composantes de la société. Or, votre parti constitue un parti extrêmement important qui reflète une sensibilité, une réalité intellectuelle, philosophique et religieuse qui est partie prenante de ce pays. Donc comment ne pas être content quand on donne la possibilité d'avoir un échange, d'avoir un dialogue et d'essayer de mieux s'informer et de se comprendre. Vous m'avez... Deuxième remarque peut-être préliminaire, c'est de dire qu'il n'y aura pas de consolidation profonde des relations entre l'Union européenne et votre pays s'il n'y a pas une intensification des rapports et de l'intérêt que les parlements des deux côtés peuvent avoir à nos relations. Aussi bien le Parlement européen, qui, comme vous le savez, prend de plus en plus de place et aura de plus en plus de pouvoir dans le processus d'intégration européenne, tout comme le Parlement marocain, qui est l'expression, évidemment, de la souveraineté populaire de ce pays. On ne peut pas mettre en œuvre un projet si ambitieux entre nous s'il n'y a pas une implication et un engagement des élus du peuple des deux côtés pour le faire. Ce n'est pas une affaire d'experts, on n'est pas une affaire de technocrates, aussi brillant soit-il, c'est une affaire de rencontre des populations à travers des principes, des valeurs, un dialogue et un contrôle des équipes. Donc voilà, ça c'est une... Et donc c'est pour ça, pour ces deux raisons que je viens de donner, que je suis si heureux et content d'être parmi vous et d'être reçu par votre parti. Alors on m'a demandé rapidement de faire un bilan un peu sur le statut avancé 2 ans après de la signature. Bon, pour être synthétique et clair, excusez-moi si je ne rentre pas dans toutes les nuances, mais j'essaierai d'avoir la franchise du propos et la clarté de votre secrétaire général, ce qui est difficile pour un diplomate bien entendu, mais enfin je vais y essayer. Si vous êtes prêt à risquer beaucoup. Oh, bah moi, j'ai toujours risqué, je suis vaste, n'oubliez pas, etc. Donc j'ai eu une carrière avec beaucoup de prises de risque. Et je continuerai à faire. Première chose, qu'est-ce que le statut avancé? Le statut avancé, c'est un engagement qui a été pris de part et d'autre pour consolider, approfondir nos relations dans un certain nombre de domaines, afin de faire du rapprochement entre l'Union européenne et le Maroc un des objectifs de politique extérieure pour l'Union européenne. Ce que vous avez dit, monsieur le secrétaire, montre bien, du fait des imbrications et des interdépendances économiques, du fait des imbrications et des interdépendances humaines, que vous avez pour le Maroc le projet, votre parti, de soutenir cet objectif de rapprochement. Donc nous partons d'une constatation historique, de proximité géographique, d'interpénétration qui fait que le statut avancé a été un instrument de rapprochement important. Alors, fondamentalement, il ne s'agit pas pour l'Union européenne, je tiens à le dire ici, d'imposer un quelconque modèle dans ce rapport, dans ce dialogue et dans cette coopération. Il s'agit, comme il était dit par votre intervention, Monsieur le Président, d'accompagner des mouvements de réforme que nous considérons comme positifs, que ce soit la consolidation de la démocratie, la défense des droits de l'homme, la modernisation de l'économie, la mise en place de politiques sociales, les échanges et de la tolérance et le respect interculturel. Dans tous ces domaines, notre propos et notre raison d'être et notre présence ici, c'est d'accompagner ces œuvres. Donc, respect absolu de la souveraineté, nous sommes dans le cadre d'un partenariat
égale des deux côtés, et nous essayons d'aller de l'avant. C'est ça l'esprit de cette urgence. Et pourquoi seul le Maroc a obtenu ce statut de tous les pays avec lesquels nous sommes en contact dans le voisinage, que ce soit le voisinage du sud de la Méditerranée ou le voisinage de l'Est, parce que ce pays avait fait à nos yeux un certain nombre de progrès et réalisé un certain nombre d'avancées dans le domaine de l'amélioration de la démocratie, de la vie politique démocratique, de la modernisation de ce pays et de la mise en œuvre de projets d'économie solidaire qui étaient tels par rapport aux autres pays qu'il était bon d'accompagner. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, votre pays a fait depuis longtemps le choix de la démocratie et du multipartisme, de l'économie ouverte, ce qu'ont pas fait d'autres pays arabes, qui ont fait d'autres choix et qui l'ont payé aujourd'hui, leur régime en tout cas, par ce printemps arabe. Nous avions perçu cela. Non pas votre l'exception marocaine, je ne crois pas qu'elle existe, mais votre singularité marocaine par rapport aux autres pays arabes qui vous ont conduit vers certains prêts. Sur cette base, nous avons fait le statut. Alors, bilan. Après 2 ans. Alors, un bilan est toujours mitigé. Forcément, nous sommes dans le travail de l'humain. L'humain n'est pas parfait. Mais globalement, ce que je peux dire ici, c'est que ce bilan est positif et que je considère que l'état de nos relations entre l'Union européenne et le Maroc à travers le statut avancé sont des états de nos relations que l'on peut qualifier de très bonnes. Très bonnes. Qu'est-ce qu'on a fait? Rapidement. Un des aspects du statut avancé, c'est le dialogue politique. On a eu un sommet à Grenade, au plus haut niveau de nos représentants politiques. C'était le premier sommet qu'on avait avec un pays de la Méditerranée. On a réuni la commission parlementaire mixte, qui sont les acteurs démocratiques essentiels, comme je l'ai dit. Vous avez désigné un certain nombre de vos représentants, le Parlement marocain, et ils ont commencé à travailler. Donc, on introduit dans le dialogue la dimension de la souveraineté populaire et de la représentation des partis politiques. Il y a eu de grands efforts qui ont été faits dans le rapprochement du Maroc avec le Conseil de l'Europe. Nous avons eu des dialogues politiques renforcés, bien qu'avant-hier, le secrétaire général du ministère, M. Sepandali, était à Bruxelles pour une session de dialogue politique où on met sur la table entre l'Union européenne et le Maroc toutes les questions d'intérêt bilatéral et international. On parle de tout. Ça veut dire qu'on est d'accord sur tout. Mais on parle de tout. Il n'y a pas de sujet tabou et c'est la meilleure façon d'essayer d'avancer vers des convergences. Je dois signaler aussi dans le dialogue politique que nous avons fait d'énormes efforts dans la coopération politique au sein des Nations Unies et au sein du Conseil des droits de l'homme de Genève. Donc nous parlons de plus en plus pour essayer de... Voilà, sur le plan politique. Donc on peut dire que c'est satisfaisant. Il y a mieux, on peut faire mieux, et on le fera, mais c'est satisfaisant. On a lancé une dynamique et une réelle. Sur le plan économique, 2 choses. Vous dire qu'après beaucoup de difficultés, on a signé un accord agricole pour le commerce, que j'espère que le Parlement européen prendra ses responsabilités pour ratifier cet accord, qui est un accord équilibré et qui permet, comme vous le savez, de prévoir une augmentation sensible des exportations des produits agricoles marocains en Europe. Il y a un débat politique au sein du Parlement européen, malheureusement qui est biaisé par certains acteurs qui ne se concentrent pas sur la valeur et le bien fondé de cet accord et qui introduisent d'autres dimensions qui sont carrément la réalité du problème du Sahara occidental pour biaiser cet accord. Il y a une mobilisation de nos États membres, il y a une mobilisation des parlementaires européens favorables à cet accord qui sera bon pour le Maroc et pour l'Union européenne. Donc j'espère qu'on arrivera à bout, qu'on aura fait une avancée. Il y a eu, dans le statut avancé depuis 2008, la signature d'un mémorandum sur la participation du Maroc aux agences et programmes de l'Union européenne. C'est que l'Union européenne a des moyens financiers pour faire des programmes très importants. Je prends un exemple, mutualiser nos efforts dans le domaine de la recherche et dans le domaine de la société de connaissances, Monsieur le Président, que vous avez évoqué à la fin de vos propos. Grâce à cet accord que nous avons signé, il y aura de plus en plus de possibilités pour le Maroc, avec l'excellence de ses chercheurs
de participer à ces programmes avec d'autres chercheurs européens pour mettre en œuvre des programmes et avoir des retombées. Enfin, sur le plan économique, je voudrais dire, mesdames et messieurs, que nous avons continué une coopération financière qui est importante. Hein. L'Union européenne, avec le budget européen, plus ce que font les États membres, est le premier bailleur de fonds de l'accompagnement du développement économique de ce pays. Hein. Dans la situation où nous nous trouvons, de difficultés économiques et budgétaires très fortes, de chômage extrêmement élevé, nous avons tout de même décidé, dans ce contexte économique qui n'est pas facile, d'augmenter de 20% les enveloppes pour 2011-2013 qui iront au Maroc, d'aide financière. C'est de l'ordre de dons, je ne parle pas de prêt. Le prêt doit être toujours remboursé. C'est une bonne chose, bien sûr, le prêt. Mais je parle de dons. Il y a environ, en moyenne, 200 millions d'euros par an. C'est plus de 2 milliards de dirhams qui servent à quoi? À accompagner le Maroc dans ses efforts pour mettre en œuvre des politiques sociales. C'est pour ça que nous intervenons dans les programmes de l'INDH, que nous intervenons dans les programmes de santé, pour apporter un mieux-être à toutes les populations rurales, pour qu'elles aient un accès plus facile aux soins de santé. Nous intervenons dans l'éducation, nous intervenons la priorité de l'utilisation de cette aide, de cette solidarité, je dirais, et même les politiques sociales. Elle est aussi, bien entendu, pour améliorer la modernisation de l'économie, car nous savons que s'il n'y a pas une meilleure croissance, une plus grande capacité de produire, il y aura moins d'argent pour les politiques sociales qui sont indispensables. Vous l'avez dit, c'est l'économie de marché, donc on aide avec nos moyens qui sont importants, mais pas décisifs, mais qui sont quand même importants de le faire. Alors, le bilan est positif. Certains domaines qui sont apparus un peu gris dans le ciel, et globalement très bleu. Alors ça a été, ce que nous avons constaté, un certain nombre de retards dans la mise en œuvre de réformes que vous avez décidées et que l'on voulait accompagner. Je parle de la situation de la presse et des médias. Je voudrais parler de la lutte contre la corruption, qui n'a pas obtenu les résultats que l'on escomptait. Je veux parler d'une façon plus globale de la réforme de la justice, qui n'a pas donné les éléments que l'on pouvait attendre. Les droits de l'homme dans certains domaines. Donc il y avait quelques domaines qui n'allaient pas à la vitesse que nous avons compris que le gouvernement voulait aller. Alors, il y a eu un événement très important qui corrige en partie ce que je viens de dire, c'est qu'au début de l'année, vous avez eu des impulsions politiques qui sont intervenues au plus haut niveau pour mettre en œuvre un conseil de la concurrence qui soit, à nos yeux, plus efficace et plus actif. Il y a eu la décision de donner à la haute autorité sur la corruption des moyens plus importants pour battre. Il y a eu le fait d'avoir un conseil national des droits de l'homme et le conseil consultatif avec des attributions qui sont plus grandes. Ceci, ce sont des éléments concrets, hein, ce ne sont pas des discours uniquement, mais ce sont des éléments concrets que nous avons accueillis évidemment avec beaucoup de satisfaction. Tout ça, évidemment, doit se traduire, mais comme disait un grand président d'un pays de l'Union européenne, le président Mitterrand, il faut du temps au temps. Ça, nous le savons. Nous le savons. Il faut surtout engager des réformes aussi importantes. Mais une dynamique a été faite, des décisions concrètes ont été prises, et le progrès est là. Et maintenant, il y a des perspectives qui s'ouvrent, qui sont encore meilleures. La perspective de la régionalisation. Nous avons dans nos différents pays, et au niveau de l'Union européenne, toujours considéré que la régionalisation était un moyen d'améliorer la démocratie en portant cette démocratie plus près à une préoccupation des gens. Alors, ce n'est pas à nous de dire quel type de régionalisation. On ne peut pas nous insérer dans un choix qui doit être souverain, bien entendu. Mais l'élan nous paraît bon. Alors, et nous accompagnerons cette régionalisation si elle nous paraît pouvoir résoudre cette difficulté. Le grand événement politique pour nous est évidemment le discours du 9 mars et évidemment cette réforme de la Constitution qui, nous l'espérons, va aller dans le sens des objectifs que nous avons. Consolidation de la démocratie, séparation des pouvoirs, une meilleure capacité de résoudre
un certain nombre de grands problèmes économiques et sociaux de ce pays. Donc voilà, le bilan ne peut être que positif. Donc, pour conclure, je dirais, 1, le bilan est bon. 2, les perspectives qui sont offertes par les changements politiques et les évolutions politiques depuis quelques mois dans ce pays nous donnent espoir que l'on puisse aller plus loin dans ces objectifs communs. Un mot sur la révolution du printemps arabe. Elle a suscité une réaction très rapide de nos chefs d'État et de gouvernement, déjà le 11 mars, qui ont décidé à Bruxelles, tous, de améliorer et réviser peut-être la politique de voisinage. Cette révision s'est concrétisée par une proposition de Mme Ashton et de la Commission européenne pour proposer aux États membres, pour la réunion qui va avoir lieu dans quelques jours des chefs d'État et de gouvernement, une révision de cette politique de voisinage. Qu'est-ce qu'elle dit en 2 mots? Il faut accentuer la différenciation dans notre politique vis-à-vis des pays pris individuellement. Les pays qui s'engageront de façon plus déterminée dans un processus démocratique, dans le respect, et qui auront une capacité de mettre en œuvre une économie plus ouverte sur le monde, auront plus d'aide et recevront plus de soutien. Voilà, c'est la différenciation primordiale. Deuxièmement, dans l'utilisation de moyens supplémentaires financiers qui sont sur la table, 1,2 milliard d'euros pour la période prochaine, 2011-2013, sur une enveloppe qui était déjà de 5,7 milliards. Vous voyez, 1,2 milliard sur 5,7, c'est beaucoup comme augmentation. C'est beaucoup. Donc ça va servir justement à cela, à aider aux réformes démocratiques, à aider à l'éclosion d'une société civile libre et dynamique dans les pays, à aider à prendre en compte des problèmes qui étaient un peu négligés jusqu'à maintenant, tels que le développement rural, toute une série. Je ne vais pas détailler maintenant, on n'a pas le temps, c'est pas le moment, mais disons, je veux vous dire, Monsieur le Président, c'est le secrétaire général, mesdames et messieurs, que nous avons réagi vite, nos États membres et l'Union européenne, à une situation politique qui a changé radicalement dans certains pays. Les évolutions qui s'expriment dans ce pays nous paraissent tout à fait positives et nous voulons, par rapport au passé, améliorer la qualité et les moyens pour accompagner cette mutation vers un plus grand rapprochement. Dernière phrase, vous avez dit, Monsieur le Secrétaire Général, avec raison, qu'il faut que en Europe, on mette en œuvre le discours que l'on prône sur la démocratie. C'est vrai, nous avons un certain nombre de contradictions. Et qui n'en a pas dans ce monde? C'est là où voilà, qui n'en a pas. Donc la question, c'est que nous ne sommes pas des donneurs de leçons, nous sommes encore loin des pères fouettards, nous sommes des gens qui veulent vivre au mieux la démocratie dans une certaine tolérance. Et c'est ça que nous voulons avoir. Et nous voulons apprendre de vous. Et nous voulons apprendre de vous. Ce qui s'est passé dans les rues du Caire ou les rues de Tunis, ce sont des expressions qui sont d'une énorme force, qui sont des expressions de valeurs et de principes universels et qui ont été dites avec des mots extrêmement forts dont nous avons à apprendre beaucoup aussi de France. Parce que nous savons ce qui se passe. Les limites de la démocratie, la difficulté des populations immigrées dans beaucoup de pays. Donc, je crois que c'est ça le partenariat. C'est essayer d'apprendre les uns et les autres. Et je crois que nous avons une expérience de démocratie et de défense des valeurs qui n'est pas négligeable. Et nous la mettons au service du Royaume du Maroc et aussi au service de votre parti. Sachez que je suis à votre disposition quand vous voulez, où vous voulez, pour entamer ce dialogue et le développer dans le monde.